Et donc c'est fou, ce rapport un peu paradoxal, que La République en marche et les marcheurs entretiennent à ceux qui marchent dans la rue, par exemple, pour manifester. Comment se fait-il comme ça que les marcheurs envoient, la force de l'ordre pour, gazer, mutiler, réprimer, tabasser ceux qui marchent? Pour manifester leur mécontentement. C'est d'autant plus étonnant, dans le fond, que si l'on y réfléchit, ce sont les marcheurs, la République en marche, à travers ses préfets, qui ont ordonné la destruction des ronds-points, euh, privant ainsi la population française et les gilets jaunes de donner à l'occupation des ronds-points sa pleine puissance, la pleine puissance de cette invention démocratique notoire consistant à installer des lieux d'arrêt sur les voies de circulation, signifiant implicitement ou explicitement on ne peut pas circuler dans le pays sans prendre le temps de discuter du commun dans un lieu commun, là où on se trouve. Mais revenons sur cette histoire de marche, les marcheurs contre les marcheurs. J'aime bien cette situation un peu paradoxale et réfléchissons un court moment comme ça à la plurivocité du terme. Hein, on marche vers, on marche pour, on marche avec, on marche contre, on peut marcher sur. Moi-même, j'aime beaucoup marcher le pays, marcher à travers le pays et y trouver mon miel anthropologique. Alors on pourrait dire qu'il y a deux grandes familles de marches. Hein. Il y a les marcheurs qui sont ceux qui vont de l'avant, n'est-ce pas, en avant pour le marché, hein, les marcheurs du marché en quelque sorte. Le CAC 40, ce sont des marcheurs qui, dans le fond, ne savent pas marcher avec leurs pieds et qui sont des habitants du tube, qui braillent dès que leur Ouigo ou leur avion est en grève et que cela bouche le flux dans lequel ils veulent être un agent économique performant. Donc voilà, on a ces marcheurs qui veulent aller de l'avant pour intensifier l'accumulation des profits. Voilà. Euh, de l'autre côté, il y a les marcheurs, voilà, ceux qui se tiennent debout et qui marchent ensemble. Manifestants, syndicalistes, gilets jaunes, citoyens, citoyennes qui marchent. Je vous rappelle ces splendides paroles de notre hymne national, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, n'est-ce pas? Mais dans le fond, c'est une thématique qu'on retrouve dans d'autres hymnes. Foules esclaves, debout, debout, hein, lève-toi et marche. Bien. Si les masses, d'ailleurs, étaient plus ordonnées dans leur marche, oui, parce que vous savez, on reproche souvent à ces marches leur côté désordonné. Mais c'est ce qui caractérise la manifestation telle qu'elle existe aujourd'hui et qui fait qu'on marche ensemble dans un certain désordre. Que penserait le gouvernement si au lieu d'avoir ces espèces de grappes très désorganisées, qu'ils désorganisent eux-mêmes d'ailleurs, ils avaient des séries de blocs marchant en bataillon, marchant en rang serré et marchant au pas? On serait dans ce cas-là, dans l'autre partie de la chanson dont on parlait tout à l'heure, formez vos bataillons, marchons, marchons, hein, pour le coup. On serait dans le marché sur et pas dans le marché avec. Bien. En réalité, quand on étudie des sociétés différentes en anthropologie, on s'aperçoit que la manifestation telle qu'elle existe aujourd'hui ressemble énormément à d'autres processions, à d'autres manifestations à travers lesquelles les citoyens de la ville forment symboliquement le corps social et font le tour de la ville, vont au lieu de fondation de la ville pour le célébrer, vont rendre hommage aux dieux fondateurs de la ville, etc. Donc, dans l'ensemble, on va être amené à considérer que, à travers la manifestation, la population se rassemble pour mettre en scène la totalité de la cité, mettre en scène le corps social, en conservant des différences. Les différents corps, les différentes corporations, les différents quartiers vont manifester leurs différences, mais aussi pour ce qui est de la manifestation telle qu'elle existe en France aujourd'hui, aussi et surtout en étant comme d'habitude, en venant habillé comme on est habillé d'habitude, en étant dans le fond dans une forme de commun. On met en scène la société quotidienne. Bien. Alors, je vous disais il y a un instant qu'il y avait une espèce de hargne
des marcheurs contre ceux qui marchent les villes pour manifester leur mécontentement et symboliser le commun contre la somme des intérêts privés, euh, c'est une manière de réprimer, hein. On peut envoyer la force de l'ordre pour encadrer, puis briser, puis réprimer, puis tabasser, gazer, mutiler, parfois tuer. C'est pas pour tuer, enfin c'est des conséquences secondaires suffisamment notoires pour qu'on les inclue dans cette description. Euh, Il y a d'autres manières de tuer ce que marcher veut dire. Ce que marcher ensemble veut dire, ce que marcher le pays peut signifier. Et je voudrais à cet endroit-là vous rapporter un petit fait, un tout petit fait, mais qui m'a marqué la semaine dernière. J'ai reçu sur ma boîte mail, qui est une boîte Gmail, enfin une de mes boîtes mail, celle-là, celle qui est pour un de mes travaux, un de mes travaux, un de mes emplois. Non. Bon, peu importe. Je dis emploi parce que ça marche pas, je suis plus employé, je suis indépendant. Donc c'est bref, une de mes fonctions. J'ai reçu sur cette boîte Gmail un mail de Google qui s'appelait Google Maps Timeline. Google Maps Timeline. Et on va découvrir que Google Maps Timeline, c'est un espèce d'allié objectif de la répression. Mais je vais essayer de vous expliquer d'abord pourquoi avant de revenir à cette hypothèse. Bien. Alors voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. J'ai reçu le bilan de mes trajets 2019 à partir de tout ce que Google Maps a pu savoir de mes positions. Alors c'est une carte d'Europe sur laquelle on trouve toutes les villes dans lesquelles j'ai fait étape ou escale en 2019. Il y a aussi des scores, des milliers de kilomètres parcourus à pied, une dizaine de milliers de kilomètres faits à vélo, pardonnez-moi, et des dizaines de milliers de kilomètres réalisés en train ou en avion. Je précise qu'il y manque tous mes déplacements familiaux et tous mes déplacements en manifestation parce que je débranche mon téléphone dans ces activités-là. Bien. Alors, voilà. On trouve aussi dans ce courriel des zooms sur certains de mes voyages avec des photos de lieux, des belles statues, le lieu important de la ville, enfin ce qu'on aurait trouvé sur Google si on avait cherché le nom de la ville, vous savez, avec les petites photos à côté. Bien, alors, pour l'instant, ce bilan est encore approximatif, ce qui est étonnant d'ailleurs vu la matière dont dispose Google, à travers Gmail, à travers mes recherches Google, à travers Google Maps. Cette approximation est probablement volontaire, peut-être pour ne pas faire peur, dans un but aussi de rentabilité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas personnalisé au maximum la recherche pour me caractériser, ils se sont contentés de ce qu'ils pouvaient agréger mécaniquement. Bien. Il y a aussi quelques erreurs grossières dues à l'usage du téléphone et de Google Maps pendant les voyages en train et dans l'avion. J'adore, quand je suis en avion, regarder le nom des petites localités qu'il y a en bas. Voilà. Mais il y a là une racine, quelque chose qu'une vigilance à la banalité du mal, ce qui est un peu mon boulot, doit saisir. Ce qui m'intéresse, c'est moins l'idée d'être surveillé que celle de changer de statut ontologique. Je m'explique. Je ne suis pas assez intéressant pour être surveillé. Par ailleurs, si je voulais disparaître de ce radar, je pourrais le faire sans difficulté. Quand je dis je ne suis pas assez intéressant, j'ai aucune activité qui soit cachée ou secrète. Et littéralement, je ne me figure pas que ce sont mes déplacements en tant qu'objet physique dans un vaste échangeur qui est devenu le monde, qui forment mon intimité que je voudrais protéger. Donc je ne pense pas du tout faire l'objet d'une surveillance, simplement je suis comme un atome lambda parmi des milliards, littéralement, et ce faisant, il fait partie d'un plan de rentabilisation de données captées par des applications, de m'envoyer une timeline qui serait susceptible de m'intéresser si cet intérêt est manifeste et qui peut faire l'objet d'une monétarisation de la part d'une proportion importante du stock de choses monitorées, surveillées, c'est-à-dire d'une somme de gens qui utilisent Google Maps, alors Google probablement cherchera à rentabiliser cette chose. Non, moi c'est pas c'est ça qui m'intéresse.
Ce qui m'intéresse est une conséquence secondaire de mon consentement à la surveillance. Bien. C'est-à-dire au suivi Google Maps. C'est un tout petit fait qui a alerté mon attention. Sur ce courriel, à travers un lien Explorer vos trajets, je me suis retrouvé dans un tableau statistique ressemblant comme un frère à la page statistiques de ma chaîne Google. Je cherchais mécaniquement mon score. Et on me montre que j'ai beaucoup voyagé et j'ai cherché mon score, mes statistiques. D'une certaine manière, je me suis même demandé pourquoi j'avais pas été liké pendant les voyages, pourquoi j'avais pas des petits pouces de ma présence parmi d'autres citoyens, d'autres gens qui étaient sûrement branchés sur LinkedIn, sûrement branchés sur Maps, sûrement branchés sur YouTube. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas liké enfin sur Maps, pris en photo et fait intervenir d'ailleurs dans la présence numérique qu'on peut avoir au monde à travers bah, le téléphone portable, par exemple. Voilà, donc score de déplacement, mais aussi pourquoi pas like, pouce, nombre de vues. Pourquoi on ne mentionne pas le nombre de fois où j'ai été vu dans ces différents lieux? Bien. Pourquoi cette expérience de voyage n'est pas immédiatement placée sur LinkedIn pour me montrer que j'ai augmenté mes compétences, mes savoir-être, ma connaissance du monde des affaires et des différentes places de marché, hein? Alors, bien. Dans le fond, cette page sur mes trajets est comme le scoring d'un capital humain que je pourrais exploiter. Voilà ce à quoi on m'invite à travers cette page. Mais de quel humain, évidemment, c'est là la question, hein. Euh, les déplacements, ici, vous sont présentés comme sans contenu, sans leur but, que Google pourtant connaît probablement, enfin pourrait connaître avec Gmail, puisqu'il s'agit d'aller à des meetings qui sont partagés à travers Google Agenda, enfin des choses comme ça. Euh, la présentation de ces trajets fait aussi l'économie de toutes les telcos, toutes ces conférences à distance dans l'espace dématérialisé du net, enfin dématérialisé très matériel, mais enfin dans cet espace-là, euh, qui dans le fond lui équivalent quasiment à ces trajets. Il y a très peu de différence entre un meeting en présentiel, comme on dit, et une téléconférence, parce qu'en réalité, quand on se déplace pour une demi-journée à 3000 km de chez soi, et qu'on revient le soir, on n'a pas été dans cet endroit, on a été dans une salle de réunion et on a très peu fréquenté les gens avec qui on a été, on a échangé ensemble des slides devant un écran. Donc être derrière son écran ou tous ensemble devant un écran, la différence est très faible. Euh, alors, qu'est-ce que ce profil ne montre pas? Ben, il ne montre pas tout ce qui peut se passer lors d'échanges. Je suis allé récemment à Grenoble pour une réunion de consortium, c'est-à-dire ce genre de moment dans lequel on passe la journée devant un écran, à voir des pages défiler, des présentations défiler. Et au moment du repas, je parlais avec des soignants et puis des ingénieurs, et je me suis rendu compte que ils avaient tous été manifestés ces derniers jours. Ils avaient tous été soit sur des ronds-points, soit dans des manifs. Euh, Puis on a discuté politique très tranquillement. Je me suis aperçu qu'ils pouvaient en parler sur leur lieu de travail de manière très ouverte, que leur perception de ce qui se passait à Paris était très différente de celle qui est présentée dans les médias. Voilà, petite rencontre intéressante. Euh, Ce que Google peut pas montrer, et d'une certaine manière oblitère de sa présentation de mes voyages, c'est par exemple ça, et par ailleurs la somme de rencontres qu'il a fallu avoir et d'échanges qu'il a fallu avoir pour obtenir un niveau de confiance réciproque tel que nous puissions engager cette conversation. C'est les relations dans ce qui se passe matériellement et dans leur saveur, dans leur texture, dans leur temps long et dans leur qualité propre. Bien. Alors, ça m'a amené à un autre point très simple, c'est que dans le fond, Google ne voit Maps, n'est-ce pas, ne voit les déplacements qui ne me font pas mal aux jambes, c'est-à-dire dans le fond ce que je fais en train,
en métro ou en sortant du métro, parce que je dois vite trouver une adresse. Il ne voit jamais les randonnées que je peux faire à travers le pays, il ne voit jamais les manifestations que je peux faire dans Paris, et par conséquent, il ne voit que les trajets qui sont en quelque sorte immédiatement pris en charge par les macrosystèmes techniques. Euh, Bien. Alors, donc il voit pas les relations, il voit pas la douleur musculaire, il voit pas ce qui vous réchauffe le cœur. Une manifestation, ça a quand même comme fonction, non pas essentielle, mais enfin très importante, de réchauffer le cœur de ceux qui se trouvent là, d'être ensemble, de manifester le commun, de se donner du courage, par ailleurs. Euh, donc voilà, ça ne voit pas ce qui vous réchauffe le cœur, ça ne voit pas voilà, ce qui vous émeut, ça ne voit pas les relations, ça ne voit pas la profondeur des relations, ça ne voit pas euh, enfin, comment vous dire, euh, le sens des déplacements. Voilà. On a affaire à une machine qui met en scène un humain qui se déplacerait sans que ces déplacements n'aient de sens, sans que ces déplacements n'impliquent de relation, sans que ces déplacements n'impliquent de souffrance, sans que ces déplacements n'impliquent d'approfondissement des relations et de la relation aux êtres et aux lieux. Et en quelque sorte, on vous montre ici voilà, tous les voyages qu'on peut faire dans le tube, des allers-retours en apnée, en un instant, branché sur l'écran, essentiellement inquiet de trouver une prise pour avoir de la batterie et du réseau pour pouvoir être connecté dans l'Internet, insensible à tout, les sens éteints et sans aucune conscience de là où l'on se trouve. Bien. C'est en quelque sorte la Google Maps Timeline, la parfaite négation de l'humain et qui, dans le déplacement, vit une expérience singulière, qui, dans la marche, vit une expérience singulière de mise en solidarité, de mise en relation, d'approfondissement de la relation avec les lieux et les gens. Bien. Alors ça m'amène à un souvenir, cette réflexion, c'est que en fin 2016, début 2017, j'ai produit moi-même pour la première fois ce score. C'est-à-dire que j'ai fait un tableau, peu avant la rupture conventionnelle de cet emploi, peu avant de quitter cet emploi-là, j'ai fait un tableau de tous mes déplacements. Et avec nombre de kilomètres faits en train, nombre de kilomètres faits en avion, nombre de kilomètres faits en vélo, ensuite en taxi, pour quel projet, avec quel niveau de stress, avec quel niveau d'engagement, etc. Et pourquoi j'avais fait ce tableau? J'avais fait ce tableau pour le montrer à mon directeur en lui disant, voilà, j'ai fait un aller-retour Paris-Vladivostok chaque mois depuis quelques mois, je vais exploser. Je vais exploser, c'est-à-dire que c'est pas que je me plains, c'est pas que je revendique ceci ou cela, mais je vous annonce que si on continue, je vais faire un burn-out et je vais exploser en vol. Voilà. Et pour des raisons et d'autres, mes réclamations n'ont pas été entendues. J'ai fait un burn-out, j'ai explosé en vol, effectivement. Parce que ce que ne montre pas la Google Maps Timeline, c'est que ces déplacements-là, ces déplacements d'agents économiques dans le temps, sont hyper destructeurs, hyper stressants. Et en quelque sorte, ce que ça vous épargne en douleur dans les muscles, ça vous le balance dans la tête. C'est-à-dire que vous devenez une espèce d'être complètement inhumain, un agent économique et technique flottant qui devrait pouvoir subir ça. Or, l'humain, ça n'est pas ça. Bien. Euh, alors, vous me direz, c'est pas étonnant que Google Maps Timeline ne prenne pas en considération les aspérités politiques, psychologiques et sociales du réel. Certes, mais en fait, elle les prend en compte. Elle les surinvestit. C'est cette timeline qui forme le réel politique, psychologique et social d'innombrables cadres supérieurs, de tous les gens du tube, et pour le dire un peu méchamment, de tous les entubés. Mais pour le dire encore autrement, euh, c'est de manière très concrète, réelle et pratique le rapport à l'espace de la République en marche.
de cette catégorie-là de la population, de cette bourgeoisie française. C'est précisément celle qu'il nous souhaite voir adopter. Un réel qui ne résiste à rien, et sûrement pas à l'intensification des flux économiques et techniques, et qui par sa résistance ne nous permet pas à la fois de nous tenir la main et de nous faire les mollets. Bien. Pour le dire autrement, ce qui est dangereux dans Google Maps n'est pas principalement ce que cela pourrait faire, c'est ce que cela fait déjà, c'est-à-dire faire monde, ou plutôt faire négation du monde. Il me semble que c'est la conscience de cette tendance organique qu'il faut intégrer dans notre morale par provision. La question n'est pas de ne pas utiliser Maps, c'est de ne pas devenir ce que Maps me dit que je suis. C'est de ne pas devenir le produit. Et parce qu'il est vendu, ce qui est réellement produit par ces types de représentations et d'usages. Bien. Alors, voilà. J'ai voulu réfléchir un petit peu avec vous à ce que marcher veut dire. C'est-à-dire à la fois se déplacer, soi-même, déambuler, n'est-ce pas? Marcher ensemble, faire ville, faire commun en manifestant, marcher ensemble vers un avenir, pourquoi pas aussi. Et puis cette espèce de fantasmagorie qui s'y oppose radicalement et qui nie cette partie-là, qui est marcher en avant vers la maximisation des profits et l'intensification des flux économiques et techniques et des agents économiques et techniques. Et d'une certaine manière, la première, c'est tout ce qui résiste. C'est la marche qui fait mal au mollet, c'est la marche qui prend son temps, c'est la marche presque sans but, c'est la marche dans laquelle ce qui est essentiel, c'est de marcher ensemble. Ce qui est une espèce d'aberration en termes d'efficacité économique. Le produit d'une manifestation, c'est juste un coût, faut pas se mentir. Et vous voyez comment on peut imposer à cet être qui se déplace deux violences qui sont complètement incomparables, incommensurables, que je ne compare pas, mais qui néanmoins existent et qui viennent du même lieu, c'est-à-dire du pouvoir. On peut réprimer ceux qui marchent par la force de l'ordre, on peut les abolir par la force de l'ordre symbolique. Et la Startup Nation a une tendance organique à littéralement abolir la marche au nom de la productivité de l'agent économique et technique. La marche en tant qu'elle est un fait humain. Bien. Et sur ce, marchons, qu'un sanguin pur abreuve nos sillons. Hop donc.